Donc on va commencer notre première intervention avec Fabien Grandon, qui est directeur de recherche INRIA, qui est responsable à Sophia Antipolis de l'équipe de recherche Wimix, et qui est également représentant INRIA au W3C et responsable scientifique de cette journée, qui va donc nous parler de données liées et web sémantique quand le lien fait sens. Fabien, c'est à toi pour 25 minutes. Bien, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être venus. C'est à moi que revient donc d'ouvrir cette journée. Quand on a décidé du programme scientifique de cette journée, on a essayé, notamment dans les interventions de la matinée, de couvrir différentes facettes du web. Et vous allez le voir avec différents intervenants. Moi, je vais vous parler au début d'un changement de paradigme qu'il y a eu sur le web, d'un changement de perception qu'on a du web, qui est passé définitivement d'un espace documentaire à un espace de réseau de ressources, comme on verra ensemble. Serge parlera après moi des données, qui sont un élément de plus en plus important et critique dans toute l'architecture du web. Et puis François parlera après du web comme une plateforme de programmation. Et puis je ne vais pas égrener tout le programme comme ça, mais vous verrez que tous nos intervenants vont montrer différents aspects, comment on calcule, comment on échange des données sur le web. Alors, pour essayer de comprendre où on en est dans l'architecture du web actuelle et où on pourrait être dans quelques années, c'est bien de regarder un petit peu vers le passé. Donc je vous ramène en 1945. C'est bien, on a parlé de la dernière guerre tout à l'heure, donc je fais le lien. Et au plein milieu de cette guerre, il y a un monsieur qui s'appelle Vannevar Bush, qui écrit un article qui s'appelle As We May Think, et dans lequel, grosso modo, si je caricature, il dit, en s'adressant à tous les autres scientifiques, toutes disciplines confondues, on a un problème, on écrit plus de livres que l'on ne peut en lire. Et il dit, je prévois un moment où on n'arrivera pas à lire tout ce qu'on doit avoir lu pour faire notre travail. Et je propose que cette question, ce soit considérée comme une question de recherche scientifique en elle-même. Et pour ça, dans son article, il fait une proposition d'une machine qui s'appellerait le MEMEX, pour Memory Extension, donc une prothèse de la mémoire, qui aiderait les personnes à reprendre la lecture là où elles en étaient, mais aussi à mettre en regard différents documents et à faire des liens entre les documents. Et dire, tiens, j'ai lu telle idée dans tel livre, j'ai lu telle autre idée dans tel livre, et je veux me rappeler que j'ai fait un lien entre ces deux idées, de façon à ce que si un jour je reviens sur l'un de ces livres, mon bureau, mon MEMEX, me rappelle cet autre livre, pour que je reprenne non seulement ma lecture là où je l'ai laissée, mais aussi mes analogies, ma pensée, ma mémorisation. Bon, alors le problème, c'est qu'à l'époque, pour faire ça, comme vous le voyez, on avait le droit à des poulies, de l'optique, donc c'était un petit peu limité. Il faut attendre 20 ans. Il y a un autre monsieur qui s'appelle Ted Nelson, qui va publier un article sur une structure de fichiers changeante et indéterminée, comme il l'appelle. Et cette structure de fichiers, dans cet article, il va l'appeler l'hypertexte ou l'hypermédia. Et donc ce qu'il introduit en utilisant l'ordinateur, cette fois-ci, puisqu'il a tous les outils pour le faire, c'est une structure de données qui va lui permettre de relier des documents entre eux, des médias entre eux, puisqu'il prévoit le moment où on ne fera pas que relier des textes entre eux, mais on reliera un morceau de musique à un passage de film, par exemple, avec des liens pour retrouver la navigation dans ce système multimédia. Et il propose d'utiliser ça pour organiser des masses documentaires, des masses multimédia. Alors le petit problème à l'époque, c'est qu'un ordinateur, ça prend plus que cette salle. Et en plus général, c'est assez égocentré, ça parle rarement aux autres. Ils ne sont pas encore réseau, donc il faut attendre un dernier virage, enfin deux virages, le virage de la mise en réseau massif, et puis le virage du développement des interfaces graphiques, un bouton, souris, etc. Et à ce moment-là, on a à peu près tout ce qu'il faut pour qu'un troisième grand homme, Tim Berners-Lee, propose, lors d'un travail au CERN, dans un document qui fête ses 25 ans cette année avec le web, qui s'appelle Information Management Proposal, de réutiliser cette approche hypertextuelle, mais de permettre aux liens de traverser le réseau. Donc, il n'y a pas de raison pour que les documents soient sur une même machine. On traverse le réseau à travers le lien, et on lit des documents entre eux à travers les réseaux. Alors on a donc là les trois composants principaux que je reconnaîtrai aujourd'hui dans l'architecture du web. Un moyen d'identifier, d'adresser les URI et les URL. Un moyen de communiquer et d'échanger des représentations, donc le protocole HTTP. Et un moyen de représenter, d'écrire ces représentations. Donc lorsque je veux faire transiter une page web, je vais utiliser un langage comme HTML pour la transférer, par exemple. Mais alors, ce qui va m'intéresser, c'est qu'au milieu des années 90, il va y avoir un changement de paradigme, un changement de lecture de l'architecture du web qui va avoir lieu, et qui n'est pas encore forcément très bien perçu dans le public.
La meilleure façon de représenter ça, c'est de voir que là où avant on avait essentiellement des URL qu'on trouvait par exemple sur un panneau publicitaire pour accéder à un site web, on se rend compte maintenant que ce système d'adressage est utilisé dans énormément de domaines. Une façon de le voir, par exemple, c'est de voir toutes les utilisations qu'il y a des QR codes, hein, ces petits codes que vous pouvez flasher avec votre téléphone mobile, qui souvent vous renvoient vers un URL. On en trouve partout, hein, même sur des chèvres. Ou sur des toits de maison, par exemple ici. Comme ça, quand vous avez une reconnaissance de vue du ciel du bâtiment, il est déjà tagué. Et donc, on se met à utiliser ce système d'adressage qui, au début, était essentiellement perçu comme un système d'adressage de documents, cette fois-ci pour adresser n'importe quoi, pour identifier n'importe quoi. Donc, on a un changement de perception du web, et on passe de cette URL que l'on perçoit comme un système pour identifier ce qui existe sur le web, aux URI, pour identifier sur le web ce qui existe par ailleurs. Donc par exemple, je vais pouvoir donner un URI à cette chaise, et à partir de ce moment-là, je peux en parler sur le web. Les URL, ce n'est pas uniquement pour parler d'une page web ou parler d'une image, mais de tout. Et avec les URI, je vais me mettre à parler de tout. Et comme je me mets à parler de tout et que j'aimerais que tout le monde puisse en parler, il y a une dernière évolution qui a lieu, qui est que je passe des URI aux IRI, c'est-à-dire la possibilité d'écrire ces adresses avec autre chose que l'ASCII américain. Donc il n'y a pas de raison pour que si je veux identifier cette chaise, l'identifiant doit forcément s'écrire en ASCII américain. Et donc avec les IRI, je vais pouvoir écrire en utilisant tous les langages de la planète et utiliser ces identifiants pour parler de tout ce dont je veux parler sur le web, même si la chose en elle-même n'est pas sur le web. Alors la seule chose qui ne change pas dans ces évolutions, c'est le R, c'est-à-dire la notion de ressource. Dans URI, URL ou IRI, le R veut dire ressource. Et ce qu'on appelle ressource dans l'architecture du web, c'est tout simplement tout ce qui peut être identifié. Donc dit autrement, à peu près tout ce qui peut être pensé, parce qu'à partir du moment où je le pense, je peux décider de l'identifier, il suffit que je choisisse le schéma d'identification. Donc je peux parler de cette chaise, je peux parler de la classe des mammifères, je peux parler de la politique du Grenelle de l'environnement, je peux parler de ce que je veux. Du moment que je lui donne un URI, je peux me mettre à en parler sur le web. Donc on passe d'une perception où on a essentiellement un web où on échange des documents et des représentations documentaires, à un web dans lequel on va se mettre à échanger tout un tas de descriptions de ressources. Et ces descriptions ne sont plus forcément des documents. Ils ne sont plus forcément destinés à être consommés par des humains. Alors comment ça marche derrière ? Je change un tout petit peu la façon dont j'utilise cette architecture. L'architecture est la même, mais je change la façon dont je la perçois et je l'utilise. Je vais utiliser des URI, comme je l'ai dit, pour nommer tout ce qui existe autour de moi. Donc, par exemple, un chercheur. Je vais utiliser des URI dits HTTP, donc des URI sur lesquels je peux aller chercher sur le web des informations, parce que lorsque je tombe sur un identifiant comme celui-là et que je veux savoir dont il parle, la meilleure façon de le faire, c'est d'aller à cette adresse-là, d'interroger cette adresse et de voir ce qu'elle me répond. D'accord ? Donc je donne des URI, mais pas n'importe quelle URI, des URI qu'on dit HTTP, des URL, de façon à ce que je puisse aller sur le web chercher des informations. Et puis, dernière chose, lorsqu'on me donne des informations sur ces identifiants, je vais inclure un maximum de liens et d'identifiants vers d'autres choses. Pourquoi ? Bien pour permettre aux gens de découvrir de proche en proche d'autres données, d'autres sources. Pour ceux qui sont assez vieux pour avoir connu les débuts du web, au tout début du web, il y avait un sport favori entre les gens qui faisaient du web, c'était de s'envoyer des emails en disant « ça y est, j'ai mis ma page web, vas-y, s'il te plaît, mets un lien vers ma page web ». Et puis on échangeait et on tissait le web à la main au début comme ça. Mais là c'est pareil, mais on fait ça pas forcément avec des documents, on fait ça aussi avec des bases de données, comme on va le voir. Alors comment ça fonctionne le principe derrière ? Imaginez que j'ai un URI ici, je l'ai trouvé sur le web, il parle de quelque chose, je ne sais pas de quoi il parle. Comment est-ce que je fais pour savoir ? Si c'est un URI HTTP, je sais que je peux interroger cette adresse sur le web, donc je le fais. Je fais ce qu'on appelle un GET, je fais une requête dessus. Je peux la rentrer dans mon navigateur, même si je veux, c'est une. Comme je me présente là comme un humain avec un navigateur, on va me renvoyer un document qui va me donner des informations que je peux lire. D'accord ? Mais si c'est un logiciel ou une machine qui fait cette requête, au lieu de recevoir un document, elle peut recevoir des données à la même adresse. Ce qu'on appelle la négociation de contenu. Pour le même identifiant, si je me présente comme un humain, on va me servir un document. Si je me présente comme un logiciel, on va me servir des données, notamment en XML, par exemple. Donc vous voyez, tout ça, c'est exactement la même chose que la page d'avant, sauf que celui-là, il est ingérable par un logiciel. Il peut le charger dans sa base de données et commencer à l'utiliser.
Et ce qui est très important, c'est que ce soit dans cette version-là ou dans cette version-là, il y a énormément de liens vers d'autres données. Par exemple, ici, ce sont des données qui parlent de la ville de Paris, mais j'ai un lien vers l'URI qui représente la Seine, j'ai un lien vers l'URI qui représente la France, et donc, si je veux en savoir plus, je peux suivre ce lien et découvrir les données sur le fleuve la Seine ou sur le pays la France. Alors, en utilisant cette approche-là, depuis maintenant les années 2007, on va dire, on a une explosion de la mise en ligne de bases de données liées sur le web. Ce que vous voyez ici, c'est le nombre de bases de données mises en ligne sur le web. Chacune des bulles de ce petit graphe est une base, et à chaque fois qu'il y a un lien entre les bulles, ça veut dire qu'une base référence les données d'une autre base. Donc elles sont liées entre elles sur le web. Certaines de ces bulles sont énormes. Par exemple, la bulle la plus centrale ici s'appelle DBpedia. C'est l'ensemble des données qu'on peut extraire facilement de Wikipédia en anglais, en l'occurrence. Donc ça fait environ 400 millions de petits arcs de données qui sont disponibles, directement utilisables par les logiciels, directement interrogeables. D'accord ? Ça inclut la date de naissance de Victor Hugo ou les coordonnées GPS de l'Arc de Triomphe. Tout ça. Alors quand je dis interrogeable directement, on va le faire. Je me connecte à DBpedia, j'écris une requête, je reviendrai tout à l'heure dessus, et je demande ici de me donner toutes les capitales d'Europe avec leurs noms en anglais et en japonais. Et le système me répond en me donnant les données directement. Donc imaginons que je fais une application pour faire de la réservation de tickets de transport entre les capitales. Eh bien j'ai maintenant un moyen de récupérer toutes les données sur ces capitales, y compris leurs noms en japonais. Directement libre sur le web. Donc j'ai un moyen de récupérer ces données, et je peux même m'en passer de ces données. Plutôt que de récupérer ces données, je peux mettre cette requête dans mon logiciel, et si un jour il y a un changement géopolitique en Europe, comme ça peut arriver, eh bien, mon système se met à jour, et la prochaine fois qu'il fait une requête, sachant que ces données sont extraites de Wikipédia et qu'en moyenne, Wikipédia met 7 minutes à être mis à jour, eh bien je récupère ces changements directement dans mon application. Alors pour faire ça, il y a eu tout un travail depuis 1999 au W3C pour monter toute une pile de standards qui permet ce changement du web. Et je vais balayer avec vous très rapidement ces différents standards, ainsi que ce qu'on a fait à l'INRIA en termes de certains résultats de recherche qui permettent maintenant des transferts et développements. Donc on a parlé d'identification. La première chose qu'on a fait, c'est généraliser les identifiants, ou du moins leur perception. Et maintenant, on va parler un petit peu de ces représentations qu'on échange, comment on va au-delà des documents, comment on échange des données. Alors pour faire ça, il y a un standard qui s'appelle RDF, Resource Description Framework. Donc là encore, la notion centrale, c'est la ressource. C'est un système qui nous permet de décrire les ressources autour de nous et d'échanger ces descriptions. Alors quel est le principe de ce langage ? Eh bien, c'est très très simple. Toutes les données qu'on va échanger sur le web pour qu'elles soient consommables par des logiciels, on va les décomposer sous la forme de triplets. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Imaginez que je veuille dire qu'un document a pour auteur Fabien et qu'il a pour thème musique. Je vais le décomposer en deux triplets. Document a pour auteur Fabien, document a pour thème musique. Et je vais pouvoir les mettre en utilisant RDF sur le web, sur un serveur web directement utilisable. Ces triplets, on peut aussi les voir comme une façon de décomposer et de distribuer à l'échelle du web, donc à l'échelle mondiale, un graphe de données. Donc les petits triplets que je viens de vous donner, on peut les voir comme un petit graphe qui relie document à Fabien par un arc auteur et document à musique par un arc thème. Et ce qui est très important de comprendre ici, c'est que ces deux petits triplets, ces deux petits morceaux d'information ne sont pas forcément sur le même serveur dans le monde. Je peux en mettre un sur un serveur à Lille et un sur un serveur à Tokyo. Et après, les crawlers, les moteurs de recherche, les applications peuvent retrouver ces petits morceaux et les recoller entre eux pour récupérer le morceau du graphe dont ils ont besoin pour leur application. Donc, traduction, avec ce standard et avec toutes les syntaxes que vous pouvez imaginer derrière pour écrire ces données, eh bien, je peux distribuer sur le web un graphe de données directement consommable par des logiciels. Et ça, à l'échelle mondiale. Donc, par exemple, les travaux qu'on fait à l'INRIA, il y a un moteur de recherche qui s'appelle Corescagram, qui permet justement de charger ces données, de les interroger, de raisonner dessus. Donc vous avez ici un tout petit exemple de l'interface qu'on utilise pour enseigner ces technologies à l'université, dans lequel on a chargé des données qui étaient sur le web, et on commence à les interroger et à extraire des parties du graphe qui nous intéressent, ou à raisonner dessus. Alors ces données sont publiées sur le web. Maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est d'être capable d'y accéder, notamment par exemple d'aller interroger ce serveur dont je parlais à Tokyo, et de récupérer les données dont j'ai besoin qui sont à Tokyo.
Donc pour faire ça, on a introduit un autre standard qui s'appelle Sparkle, là encore un standard du W3C depuis 2006-2008, qui permet d'interroger à distance, d'envoyer une requête et de récupérer des résultats. Donc de la même façon que vous vous connectez avec votre navigateur à un serveur web pour récupérer une page, cette fois-ci, en utilisant les mêmes techniques, on va se connecter à une base de données à distance, faire une requête et récupérer un résultat. Donc ça ressemble à ça, on ne va pas lire la requête ensemble, mais vous l'écrivez comme ça, vous l'envoyez à un site et vous récupérez le résultat. Ici, ma requête dit « Donne-moi toutes les personnes qui ont plus de 17 ans, strictement plus de 17 ans. » Et alors, je vous ai dit qu'on développait des logiciels comme Corescagram pour interroger et raisonner sur ces données. Et donc, si maintenant je prends un logiciel comme Corescagram et je l'intègre à un autre logiciel open source qui est développé à Paris qui s'appelle Gephi, qui permet de la visualisation de graphes, eh bien, je peux écrire directement dans ce système de visualisation de graphes la requête qui me permet, par exemple, de récupérer toutes les villes de plus de 500 000 habitants dans le monde et la langue qu'elles parlent. Donc, au moment où je commence, il n'y a pas de données sur ma machine. Je dis, je veux toutes les villes du monde qui ont plus de 500 000 habitants et je veux la langue qu'elles parlent et je fais un lien entre elles si elles parlent la même langue. À partir de ce moment-là, je récupère les données directement sur les web. Vous commencez à voir les continents se dessiner. Et à partir de ce résultat, je peux plaquer le graphe que j'obtiens sur la map monde, par exemple, pour analyser les liens linguistiques qui existent entre les différentes villes du monde. Sachant que, quand j'ai commencé cette manipulation, il n'y avait aucune de ces données sur ma machine. C'est le web qui m'a fourni ces données d'analyse. Et donc, en 2 minutes, j'ai récupéré les données dont j'avais besoin pour commencer à analyser les liens linguistiques. Donc ça, par exemple, d'un point de vue transfert, ça a donné lieu dans l'équipe à une spin-off qui a la particularité d'être une société coopérative d'ingénierie en informatique et qui s'intéresse à intégrer ces technologies-là au système d'information pour la veille, l'intelligence et l'analyse des réseaux sociaux en entreprise. Puisque parmi toutes les données liées qu'on peut analyser, il y a bien sûr celle des réseaux sociaux. Bien, sur ces données qui sont extrêmement riches, je peux m'intéresser aussi à calculer et à raisonner dessus. Alors pour ça, en plus d'échanger et de lier les données entre elles, on va échanger les schémas de ces données, c'est-à-dire les règles qui les structurent, le sens qu'on peut donner aux différentes données que je récupère. Alors pour ça, il y a 2 autres standards qui viennent, RDFS et OWL. RDFS, ça veut dire un schéma pour RDF, et OWL. Et pour faire très très court, imaginez que derrière chacun de ces petits dessins, ici, il y a des formules logiques qui nous permettent de donner de l'information sur le sens ou les manipulations que je peux faire sur mes données. Par exemple, je peux décider qu'une classe de ressources, un ensemble de ressources, est défini comme étant l'intersection de 2 ensembles. Par exemple, je peux dire que toutes les ressources qui sont du type homme sont à l'intersection de l'ensemble des ressources de type mâle et toutes les ressources de type personne. Ce qui fait que le système va automatiquement inférer que tout homme est une personne, tout homme est un mâle. Si un jour je cherche une personne et qu'il a des hommes, il ramène aussi les hommes parce qu'il sait qu'il y a un lien entre les deux. Donc derrière tous ces petits dessins, il y a des formules logiques qui permettent au système de faire plus de calculs, plus d'inférences, d'enrichir toutes les données, de faire des vérifications sur ces données, et donc, par exemple, d'augmenter les méthodes de recherche sur le web. Alors, une démo que vous aurez cet après-midi, c'est issu de l'application de ce qu'on appelle ce web sémantique, dans le cadre d'une thèse CIFRE avec Alcatel-Lucent, sur un projet qui s'appelle discoveryhub.co, qui est en ligne. C'est un moteur de recherche dit exploratoire, c'est-à-dire un moteur de recherche qui vous permet de découvrir des domaines que vous ne connaissez pas, notamment des domaines pour lesquels vous n'avez même pas les mots-clés pour rentrer. Donc vous avez l'exemple de Discovery Hub à gauche, en haut à gauche, et puis ce que vous voyez derrière, c'est l'application de cette recherche-là, donc de cette recherche de centres d'intérêt pour vous dans le graphe. L'idée derrière ça, c'est qu'on part de vos centres d'intérêt connus, on essaye de découvrir dans tout ce graphe de données des centres d'intérêt qui seraient à la croisée de vos intérêts, mais que vous n'auriez pas encore rencontrés, pour vous faire des suggestions. Et donc vous voyez ici la visualisation de l'activation et de la propagation de vos centres d'intérêt dans le graphe de données de DBpedia, de façon à générer pour vous des nouvelles recommandations. Si vous voulez en savoir plus sur Discovery Hub, il y a une démo cet après-midi. Bien, donc on a de quoi mettre les données, on a de quoi les interroger, on a de quoi raisonner, mais à ce stade-là, en général, la question qu'on me pose, c'est mais pourquoi est-ce que je croirais les données que je trouve en ligne? D'accord ? On sait tous que le web est une poubelle. Il n'y a pas de raison pour que le web sémantique ne soit pas une poubelle sémantique. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec la sémantique et les schémas, les raisonnements, on va pouvoir faire du tri sélectif. Cette poubelle sémantique, on va pouvoir choisir ce qu'on veut, on va pouvoir raisonner sur les données, et en particulier, on va pouvoir raisonner, par exemple, sur la provenance de ces données. Donc, de la même façon qu'on fait de la traçabilité un peu partout dans l'industrie,
on s'est doté d'un standard qui s'appelle Provo, ou W3C, qui permet de faire de la traçabilité sur les données, de savoir d'où vient une donnée, quelle transformation elle a subie, et à partir de ça, de décider ou non d'intégrer cette donnée, par exemple, à son système d'entreprise. Donc ça va permettre de dire, par exemple, je veux bien récupérer des résultats de données sur le web, mais à condition que ces résultats soient issus d'un site gouvernemental. Sinon, je ne les intègre pas, je ne fais pas de raisonnement dessus. Et puis, dernière étape, c'est l'interaction. Une fois que j'ai toute cette mécanique derrière, bien sûr, on veut toujours que cette sémantique ne soit pas uniquement utilisée pour améliorer le back-end, mais aussi le front-end, améliorer l'interaction avec les utilisateurs. Donc un exemple que je vous donne ici, c'est Kakis, donc c'est ce petit moteur de recherche qui a la particularité de transformer une requête en langage naturel, donc en anglais. Vous la tapez en anglais, il la transforme pour vous en Sparkle, en langage de requête sur le web. Donc il va chercher la réponse pour vous. Donc en l'occurrence, il trouve la date de mort de personne, et là il vous montre que pour vous, il a traduit automatiquement cette requête en une requête Sparkle pour aller poser la question et récupérer le résultat. Et comment il fait ça? Eh bien, il utilise tout ce dont je vous parle depuis le départ, et notamment il utilise le fait qu'une même donnée existe dans DBpedia, donc par exemple la date de naissance de Victor Hugo, mais elle existe aussi dans Wikipédia, et là cette fois-ci elle est écrite en anglais. Et donc ce que fait le système qu'on a développé, c'est de retrouver pour toutes les données les variations linguistiques qui existent dans Wikipédia pour l'exprimer, et à partir de ça, construire un fichier inverse pour, quand vous posez une question, deviner quelle est la structure de la requête qu'il faudrait poser pour retrouver votre résultat. Donc on apprend en utilisant le fait que les mêmes données sur le web sont disponibles pour les humains et pour les machines, et donc on peut apprendre les liens qui existent entre les structures de données des machines et les structures linguistiques des humains. Et donc ça a donné lieu à une action de transfert qui s'appelle SMILK, qui est un laboratoire commun entre la INRIA et Viséo. Là, vous avez un exemple d'un des premiers prototypes qui se fait maintenant à Viséo dans le cadre de ce laboratoire, où on augmente la navigation sur le web en allant chercher dans le web de données des informations sur les entités qui sont nommées dans cette page pour les apporter au fur et à mesure de la navigation. Bien, donc si je dois résumer avec un doggy bag de ma présentation, on s'est doté de moyens d'identifier, et pas uniquement d'identifier des choses qui sont sur le web, mais d'identifier tout ce qui est autour de nous, afin d'en parler sur le web, et pas uniquement d'en parler pour les humains, mais pour les machines. Pour ça, pour parler aux machines, on s'est doté de standards comme RDF, pour échanger des données à l'échelle du web, de standards pour les interroger, donc pas uniquement accéder en HTTP, mais faire des requêtes dessus, comme Sparkle, pour raisonner et calculer dessus, et puis pour tracer ces données et ces raisonnements. Pour tous ces standards, il y a des outils, notamment il y a des outils, un certain nombre d'outils libres, et ils existent dans de très très nombreux langages différents, depuis Java, C++, C#, Prolog, tout ce que vous voulez, PHP, Perl, là vous trouverez. Et il y a une page qui est maintenue au W3C sur tous les outils disponibles dans les différents langages pour les différents aspects dont j'ai parlé. Donc, premier message que j'aimerais vous laisser, c'est qu'on est passé d'un web dit 1.0. Alors, j'aime pas du tout cette numérotation sous forme de version, je trouve qu'elle n'est pas du tout adaptée, puisqu'on n'a pas vraiment changé l'architecture du web derrière, on en a chargé notre perception, mais on est passé d'un web qui était perçu comme documentaire à un web qui est dit 2.0 très social, dans lequel on réintroduit la capacité des utilisateurs à interagir, à contribuer, à modifier le contenu, et on est en train de passer, plus ou moins de façon perçue actuellement, à un web 3.0, dans lequel non seulement on a ces utilisateurs qui peuvent contribuer, mais en plus derrière, les machines ont accès aux données qui sont derrière les applications pour pouvoir elles aussi interagir et proposer de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux services au-dessus de ces données. Dit autrement, en faisant une standardisation autour de ça, on a gardé un et un seul web, mais ce web est passé d'une perception dans laquelle les personnes naviguaient entre des documents liés entre eux, à un web dans lequel les personnes se lient entre elles à travers des réseaux sociaux et des interactions sociales, à un web dans lequel on sort les données et elles deviennent accessibles en elles-mêmes, directement consommables par les logiciels sur le web, et aussi dans lequel on sort les applications et les services, notamment par exemple sous la forme d'API, qui nous permettent de nous connecter et d'invoquer ou de composer à l'échelle du web des programmes. Donc la façon de se retrouver dans cette multiplication de ressources sur le web, eh bien, c'est d'avoir des métadonnées qui nous permettent de savoir si un URI parle d'un document, de cette chaise ou de ma grand-mère, et de façon à pouvoir réagir en fonction du traitement qu'on veut faire dessus. Le premier message donc, que je donne en général à ce niveau, c'est de dire que pour moi c'est extrêmement important ce travail sur les données et les métadonnées échangées sur le web, parce qu'il y a de fortes chances pour que celui qui contrôle les métadonnées contrôle le web.
et à travers le web, énormément de choses dans notre monde. Le deuxième message avec lequel je voulais vous laisser aujourd'hui, c'est un message un peu plus représentatif de tous les profils qu'il y a dans cette salle. C'est qu'au fur et à mesure que ce web assume vraiment son statut de réseau de ressources, il se diffuse vraiment dans notre monde, il se diffuse à travers tous les nouveaux moyens d'accès, mais aussi à travers tous les moyens d'identifier ce qui est autour de nous. Et au fur et à mesure où le web se diffuse dans le monde se diffuse dans le web. Et en particulier, la complexité naturelle de notre monde arrive à tous les niveaux du web. Si je commence à parler de communauté ou de réseaux sociaux, la complexité des sociétés humaines arrive de plein fouet dans le web et contamine tout ce qu'on fait sur le web. Et donc je pense qu'un grand défi, et une des choses pour lesquelles je pense qu'il faut vraiment continuer à avoir beaucoup de profils comme ceux qu'on a aujourd'hui dans cette salle, c'est que en face des 3 W du World Wide Web, on a un enjeu qui est de mettre les 3 M d'une méthode massivement multidisciplinaire, de façon à ce que tous les aspects et tous les enjeux du web, et pas uniquement ces aspects techniques, soient adressés. Je vous remercie. Merci beaucoup, Fabien. On a du temps là un peu pour des questions. Est-ce qu'il y aurait des questions à se faire? Alors, je vais prendre Bon, je vais vous passer le micro, ce sera plus simple. Donc, on a le temps pour 1 ou 2 questions. Bonjour, Bertrand Scache, consultant en numérique. Bonjour. On parle beaucoup de l'Internet des objets. Comment on intègre cet Internet des objets dans cette approche, et notamment toutes les initiatives type Allsyn, IPSO, etc. Alors, il y aura une partie sur Web Platform tout à l'heure, qui je pense touchera à un certain nombre d'aspects programmation du web qui ont à voir aussi avec des aspects différents devices qui interagissent avec le web. Alors, moi je ne suis pas un spécialiste de l'Internet des objets. Ce que je peux vous dire, je peux vous répondre par rapport au prisme que j'ai là, c'est que l'intérêt de se doter d'un moyen de décrire n'importe quelle ressource, c'est justement aussi de pouvoir parler de tous ces objets qui arrivent. Et notamment ces objets qui arrivent au niveau de la couche IP, ils deviennent visibles pour toutes les couches applicatives au-dessus. Ils ont des adresses, ils ont même des noms, et donc je peux en parler. Et tout le framework dont je viens de vous parler, comme RDF, peut me permettre de parler de tous ces objets, de donner leurs caractéristiques, de décrire leur profil, de décrire les services qu'ils exportent, les API, etc. Et à partir de ça, de les intégrer. Donc, moi, comme je le dis, je ne suis pas un spécialiste de l'Internet des objets, donc je ne vais pas parler. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que c'est le genre de scénario qui motive réellement à généraliser tout ce que j'ai dit et à échanger un maximum sur le web les schémas qui nous permettent de décrire toute cette diversité de ressources qui arrivent. Et là encore, comme je le disais tout à l'heure, le seul moyen de se retrouver dans cette explosion de la diversité des ressources sur le web, c'est d'avoir ces métadonnées qui nous permettent à un moment de savoir que cette URI représente un téléphone, un GPS de voiture, un déambulateur robotisé, et de décider comment je vais lui parler, ce que je peux faire, qu'est-ce que je fais avec ou pas. Une autre question? Bon. Merci beaucoup, Fabien. Merci à vous. On va passer à l'exposé suivant.